Je vous propose de faire un petit tour de table avant de passer la parole au maire de Castries qui nous reçoit aujourd'hui sur sa commune dans ce très beau château de Castries qui abrita en son temps les États du Languedoc. Et je commence par ma gauche. Christian Huguet, président de la communauté de communes Florac-sur-Lozère et maire de Florac-Trois-Rivières, commune nouvelle. Didier Mouly, maire de Narbonne. Francis Cross, président de la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc. Et je suis également président de l'Union régionale des communes forestières du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Parlez assez lentement si je peux me permettre de vous donner un conseil, parce qu'il y a des journalistes qui notent la présence des élus. Donc je ne voudrais pas qu'ils en oublient et qu'après les choses soient faussées dans le compte rendu. Gérard Souchon, président de la communauté de communes du Haut-Allier, Langogne-Nossac. Antoine de Rinaldo, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Toaglo. René Revol, maire de Grabel et vice-président de la métropole en charge de l'eau et de l'assainissement. Michel Cassard, maire de Pignan, vice-présidente chargée de l'énergie à Montpellier Méditerranée Métropole. Max Evita, premier adjoint de la ville de Montpellier, vice-président de la Montpellier Méditerranée Métropole en charge des finances. Roger Kézergue, maire de la Vérune. Jean-Marc Lucet, maire de Prades-le-Lez. Isabelle Gianiel, conseillère municipale à Pérol et vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge des transports et de la mobilité. Jean-Luc Cousquer, président de l'office métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole et conseiller métropolitain à Montpellier. L'office métropolitain du tourisme. Du tourisme, pardon. Joël Raymond, maire de Montaut. Eliane Lioré, maire de Sussargues, vice-présidente chargée de la participation citoyenne et de l'évaluation des politiques publiques. Jean-Claude Monlor, représentant Michel Maïc, président de la communauté des communes de la région lézignanaise, Corbière et Mianerrois. Pierre Bonal, maire du Crès, vice-président à la métropole en charge des ressources humaines. Yvan Cassilly, premier vice-président de la communauté de communes Grand Orbe. Jean-François Soto, maire de Gignac, premier vice-président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault en charge de l'aménagement du territoire. Olivier Brun, maire de Fontaine, c'est vice-président à la communauté de communes chargé du développement économique. Salvador Ruiz, maire de Clermont-Lérault et vice-président de la communauté de communes du Clermontais. Françoise Olivier, maire de Saint-Félix-de-Léras. Laurent Jaoul, maire de Saint-Bresse, vice-président de la métropole, délégué aux services funéraires, à la chasse et à la pêche. Pierre Verdier, maire de Rabastens dans le Tarn et président de la communauté de communes du Rabastinois. Vas-y doucement parce que tout le monde riait, on n'a pas entendu. Allez-y, Pierre, refais et allez-y doucement. Vous parlez trop vite. Parlez plus lentement et prenez quelques temps entre les mots parce que c'est difficile de noter. On est très normaux aujourd'hui. Pierre Verdier, maire de Rabastens dans le Tarn et président de la communauté de communes du Rabastinois. Alain Argilier, vice-président de la communauté de communes Florac Sud-Lozère et maire de Vébron en Lozère. Max Aliès, maire de Castanet-le-Haut, d'Aléro, vice-président de la communauté de communes Montagne de Haut-Languedoc. André Tesser, vice-président de la communauté de communes Orbe-Jor et maire de Colombières-sur-Orbe dans les hauts-cantons de l'Hérault. Jean-Paul Finard, adjoint, représentant Pierre Dudiezer, maire de Vendargues. Jackie Galabrin-Boulbe, maire de Saint-Drézéry dans l'Hérault et vice-présidente au risque majeur à 3e. Yves Hélène,
maire de Saint-Nazaire-d'Aude et président du syndicat de gestion du sommeil. Laurent Pélissier, président de la communauté de communes Terre de Camargue. Richard Nouguier, président de la communauté de communes du Pays de Tong, maire de Montblanc. Roland Canaillé, président de la communauté des communes du Pays Viganais. Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, président de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine. Louis Villaret, président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault et président national du réseau des grands sites de France. Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, et je dois excuser, je représente aussi Max Roustan dans le cadre du pôle métropolitain Nîmes-Alès. Jean-Luc Desclous, maire de Millau, à côté de Nîmes, en charge de l'extension de territoire, extension de compétences et du pôle métropolitain. Stéphane Rossignol, président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, maire de la Grande Motte et conseiller régional. Jean-Louis Desmelins, président de la communauté de communes Cap-Siro-Conflans, maire de Font-Romeu. Patrick Malavieille, maire de la Grand-Combe, président de la communauté de communes du Pays Grand-Combien et vice-président au conseil départemental du Gard, en charge de la culture et du patrimoine. Étienne Verret, maire de Montesquieu dans le Gers. Éric Doulcier, maire du Vigan, vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais. Isabelle Touzard, maire de Murviel-les-Montpellier, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge de l'agroécologie et l'alimentation. Jean-Luc Savy, maire de Juvignac et conseiller communautaire délégué à l'optimisation des finances publiques de la métropole. Jacques de Chambrin, maire adjoint de Juvignac en charge du développement économique et de l'emploi. Philippe Gamard, maire de Saint-Laurent-des-Arbres, vice-président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise. Jean-Michel Andriuzzi, vice-président de la communauté de communes du Pays de Sommières et maire de Montpezat dans le Gard. Yves Pelé, maire de Saint-Geniès-des-Mourgues, conseiller départemental dans l'Hérault et en charge à la métropole et au département de la viticulture. Abdi El Kandoussi, conseiller départemental de l'Hérault. Anna Miel, conseillère départementale de l'Hérault. Youssous Rabi, vice-président Montpellier 3e, chargé de la voirie et espace public. Chantal Marion, conseillère municipale à la ville de Montpellier et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, chargée du développement économique. Stéphanie Janin, adjointe à l'urbanisme ville de Montpellier et vice-présidente de la métropole Montpellier 3e, en charge de l'aménagement durable du territoire. Patricia Miralles, conseillère départementale de l'Hérault. Philippe Sorez, conseiller départemental de l'Hérault Montpellier 4. Maud Botkin, conseillère départementale de l'Hérault. Michel Dreyfitoussi, conseillère départementale de l'Hérault, canton de Montpellier 3. Sauveur Tortorici, conseiller départemental Montpellier 3. Jean-Luc Messonnier, maire de Baillargues. Jean-Pierre Ricot, maire de Pérol. Jacques Bousquet, premier adjoint, Cournon-Sec. Régine Hilaire, maire de Cournon-Sec, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge du handicap, autonomie, accessibilité, gestion d'État. Richard Plitaval, premier vice-président de la communauté de communes du Pays de Lunel. Éric Pastor, conseiller municipal de Latte, représentant Cyril Meunier, maire de Latte et conseiller métropolitain. Pierre-Antoine, maire de Guzargues, vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en charge de l'information et de la communication. Martine Durand-Rambier, vice-présidente de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en charge de la culture et du patrimoine.
Jean-Paul Franck, maire des Margues, président de la communauté de Petite Camargue. Jacques Hireil, maire des Gueux-Vives et premier vice-président de la communauté de communes Rony-Vistre-Vidourle, chargé du développement économique. Guy Marotte, maire de Sommières, vice-président de la communauté de communes du pays de Sommières. Pierre Martinez, président de la communauté de communes du pays de Sommières et adjoint à la commune de Sommières. Jean-Baptiste Estève, président de la communauté de communes Rony-Vistre-Vidourle, maire de Nages-et-Solorgue. Alain Barbe, président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et maire de la commune des Matelles. Gilbert Pastor, maire de Castries. Catherine Dardet, première adjointe de Castelnau, je excuse Jean-Pierre Grand qui n'a pu venir ce matin, et première vice-présidente de la métropole en charge de la cohésion sociale, de la politique de la ville, des aires d'accueil des gens de voyage et de la lutte contre les discriminations. Merci Catherine. Je passe la parole, comme prévu, à monsieur le maire de Castries, commune dans laquelle s'inscrit ce magnifique monument historique, le château de Castries, Gilbert Pastor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 3e session du Parlement des territoires dans cette salle des États du Languedoc, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure. Je ne vais pas refaire, comme j'avais fait la première fois, un peu l'historique, comment la commune s'est portée acquéreur de ce château. Je voudrais parler tout à fait d'autre chose. Je voudrais d'abord saluer tout particulièrement les Lozériens qui sont venus, parce que la Lozère est pour moi personnellement une deuxième patrie. C'est un territoire que j'aime beaucoup et où j'aime bien aller chercher les champignons et pêcher la truite. Vous voyez, j'ai raté l'ouverture aujourd'hui pour être là. Et dire aux autres, saluer à ceux qui sont venus de loin, Millau, Perpignan, etc., dire aux autres que ce château, pour notre région, est identitaire pour toute la région, puisque de l'autoroute, du TGV, qu'est-ce qu'on voit? On voit le château de Castries, quand on passe, quand on arrive vers Montpellier. Et on a une deuxième chose qui est identitaire, et il y a beaucoup de gens, l'énoncé, des présents qui sont de ce territoire-là, qui sont de la Camargue, la petite Camargue, l'étang de l'Or, etc. Et la chose qui est identitaire pour nous, c'est la course libre. Alors je voudrais simplement rappeler à cela, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure qui ne le savait pas, c'est que Castries a son château, mais c'est aussi à Castries qu'est née la course royale de taureaux. Elle est née en 1927, quand la reine Amélie du Portugal a été reçue par la famille de Castres, ici au château, et qu'à ce moment-là, le manadier de Montomance a amené ses meilleurs taureaux, que des arènes de briques et de broc avec des charrettes ont été faites dans le parc. Et comme la course a été faite en son honneur et comme de Montomance y avait amené ses meilleurs taureaux, on a appelé ça la course royale. Et c'est pour ça que dans toutes les fêtes de village, maintenant, vous avez un jour le concours des As, le concours de manade, et une autre fois la royale de tel ou tel manadier. La prochaine fois, à la prochaine session, je vous parlerai un peu plus de l'histoire du château de Castries. En tout cas, bienvenue à Castries, et puis dans quelques temps, vous verrez, les parkings seront arrangés, ce sera plus facile pour venir, mais aujourd'hui, le soleil est avec nous. Avec Philippe, on avait pris un arrêté pour qu'il fasse beau et que vous soyez reçus dans les meilleures conditions. Merci à vous. Et merci à Philippe d'avoir choisi Castries. Merci. Merci Gilbert. Je vais être assez bref dans mon propos introductif, parce que ce que je pense être le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette assemblée soit un débat, un lieu où l'on propose, un lieu où on interroge. D'abord, je voudrais rassurer un certain nombre d'élus, de maires, de présidents de communautés de communes qui m'ont questionné pendant ces 2 à 3 mois sur le but même du Parlement des territoires. Le Parlement, c'est un lieu où l'on parle. Ce n'est pas une nouvelle couche du millefeuille territorial. Alors je sais que lorsqu'on dit cela, on révolutionne un peu les habitudes du fonctionnement de nos institutions. Il ne s'agit en rien ici de créer des groupes de travail sur quelconque sujet, parce que les collectivités sont tout à fait à même de le faire. Ici, ce n'est pas une collectivité.
ou alors une collectivité éphémère, le temps des travaux que l'on mène ensemble. C'est un lieu où l'on parle, où on peut donner des avis, poser des questions et prendre des contacts dans la zone géographique qui regroupe les 5 départements de l'ancienne région, avec quelques Aveyronnais du Sud et quelques maires d'autres départements que j'ai conviés aujourd'hui parce que je pensais qu'il était bien que dans le contexte nouveau de la réforme territoriale, il y ait des maires d'ailleurs qui puissent se rendre compte de l'ensemble des travaux que nous avons ensemble et que nous poursuivons ensemble. Le Parlement des territoires, c'est concurrentiel à rien du tout, qu'on soit bien clair. C'est concurrentiel à rien du tout. Mais c'est le lieu où l'on peut, par l'échange, par le dialogue, créer des coopérations. C'est une instance de concertation, une instance de coopération. Et le but, dans un moment où l'argent public est rare, eh bien, c'est de pouvoir engager des partenariats intelligents, gagnant-gagnant, entre communes, entre communautés de communes, entre plusieurs communes s'il le faut, pour permettre d'offrir à nos citoyens des services de meilleure qualité, autres, divers, et quelque part de s'enrichir les uns des autres de nos spécificités sur le terrain, d'autres terrains d'élection à chacun de nous qui sommes élus du suffrage universel. C'est l'esprit du Parlement des territoires, c'est ce que nous avons voté de façon unanime lorsque je vous ai présenté la charte qui a été validée totalement par l'ensemble des présents. Ici, on ne fait pas de fiche de présence, on ne fait pas d'appel. Viennent ceux qui veulent venir. Ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. Et je comprends que la vie politique est complexe. Et qu'il y a des moments où, selon le positionnement des uns et des autres, il est préférable de ne pas être là ou d'être là. Mais peu importe tout cela, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous arrivions autour de cette table qui est symboliquement reconnue comme étant un lieu de discussion, un lieu historique de discussion du territoire, que nous puissions rassembler des élus qui, sans cet événement, n'auraient jamais l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Voilà quel est le but du Parlement des territoires. Ne comptez pas sur moi pour faire des comités de pilotage truc-bûche. Vous en faites toute l'année, chacun dans vos collectivités. Par contre, s'il y a des partenariats à passer entre collectivités, eh bien les collectivités intéressées se mettent autour de la table, travaillent ensemble et organisent les partenariats. Et je vais, à ce propos, vous en donner... Est-ce que la charte a été distribuée à tout le monde ou pas? On va vous distribuer... Certains étaient là, d'autres n'étaient pas là. Donc on va vous distribuer la charte du Parlement des territoires, qui est une charte dans laquelle chacun peut s'intégrer sans aucun problème. Certains l'ont eu, mais d'autres ne l'ont pas eu. Je vais vous donner quelques informations sur le fait que, sur les partenariats que la métropole de Montpellier a engagés. Parce que l'effet que je n'avais pas perçu de la réforme territoriale, c'est qu'avec, sur la grande région, 2 grandes métropoles que sont Toulouse et Montpellier, et vu l'état d'espacement entre les 2 métropoles, il y a une forme de solidarité qui se crée sur les réseaux de villes autour de Montpellier. Et ça, c'est utile. Et c'est l'esprit, d'ailleurs, que nous avions injecté ici dans le cadre des discussions que nous avions eues ensemble. Être organisé et être rassemblé en Parlement de territoire, ça ne veut pas dire ici fabriquer un pôle métropolitain au sens strict du terme. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un syndicat mixte. C'est seulement une instance de concertation. Mais cette instance de concertation, elle n'existe que parce que nous la fabriquons ensemble. Sinon, elle n'existerait pas. Elle est donc unique. Je vous indique brièvement un certain nombre de partenariats que nous avons engagés depuis.
puisque je n'ai pas souhaité rassembler le Parlement des territoires pendant la période des régionales, et c'était normal pour tout le monde, dont la métropole de Montpellier a adhéré, et ça c'est grâce au Parlement des territoires que nous avons pu le faire, à l'Union des communes forestières de l'Hérault, dont le président est ici, Francis Cross. Et j'ai demandé au maire de Saint-Bresse, Laurent Jaoul, qui est là, de représenter la métropole. Donc aujourd'hui, au lieu d'acheter notre bois en PACA pour les centrales trigénération, on l'achète dans les hauts cantons de l'Hérault. Voilà un petit partenariat qui est tout simple, mais qui permet de travailler ensemble. Nous avons créé un office de tourisme métropolitain dans lequel nous allons intégrer une dizaine de membres du Parlement des territoires pour que le tourisme, certes, soit attractif et attiré par la métropole, mais puisse s'étaler sur l'ensemble du territoire. Parce que ce que nous proposons, nous, métropole, en termes de tourisme, ce n'est pas forcément ce que les départements autres et adjacents et communautés de communes adjacentes proposent, mais je pense que sur ce lieu, nous sommes complémentaires. D'intégrer un certain nombre de maires a déjà été fait sur le territoire régional ancien, c'est-à-dire les 5 départements de la région Languedoc-Roussillon, mais nous pouvons aller plus loin en intégrant plusieurs membres du Parlement des territoires. Ensuite, nous avons passé avec la ville d'Aigues-Mortes, avec le PNR de la Camargue, avec Saint-Clément-de-Rivière, une convention sur le peintre Frédéric Basile et sur l'expo du musée Fabre. En termes de culture, voilà un partenariat qui, si ce Parlement n'existait pas, nous n'aurions pas pu le passer. Nous avons organisé, et nous allons organiser la 2e édition avec Roland Canaillet de la Comédie des Cévennes, qui sera organisée le 8 et le 9 avril 2016. Et nous avons prévu la Comédie du Tarn le 1er avril, la Comédie de l'Aveyron le 15 avril, et la Comédie de la Lozère au mois de septembre. Ce qui permettra aux producteurs, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux viticulteurs de pouvoir vendre leurs produits sur la place de la Comédie à Montpellier. Pardon ? Et aux offices de tourisme qui sont associés. Ensuite, nous avons, depuis le dernier rassemblement du Parlement, passé une série de conventions que je ne vais pas décrire là, avec les communautés de communes voisines, sur l'eau, sur l'assainissement, notamment avec le Pays de l'Or, notamment sur les transports, notamment avec le Pic Saint-Loup, avec Alain qui est là. J'ai également déposé la marque à l'INPI, Parlement des territoires, pour éviter qu'on nous la subtilise. Et parce que je trouve que c'est un joli mot, Parlement des territoires. Ensuite, j'ai pu obtenir la présidence de Montpellier-Veuds, qui a les grands équipements attractifs que sont l'Arena, le Parc Expo, le Corum et le Zénith. Bien entendu, il faut créer sur ces lieux des coopérations, des collaborations avec le grand territoire, c'est-à-dire avec l'ensemble des élus présents qui seront associés à un certain nombre de choses. Enfin et surtout, je rappelle que par la loi NOTRe, la métropole est associée à toutes les discussions entre l'État et la région. Et qu'à ce titre, la métropole est associée directement à la rédaction des documents que sont les documents concernant l'aménagement du territoire, le schéma environnemental, la politique de l'eau et au titre du CHU, les groupements hospitaliers de territoire.
qui intéresse l'ensemble des territoires en termes de santé des départements adjacents et des agglos adjacentes à la métropole de Montpellier. Voilà globalement dressé ce que nous avons fait en termes de partenariat et aussi ce à quoi nous pouvons être utiles pour le grand territoire, de par notre implication directe à la rédaction des documents essentiels régionaux dans lesquels, et ça c'est une nouveauté de la loi, les métropoles sont associées. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement en introduction, avant d'ouvrir le débat et en saluant l'arrivée de Robert Crost, maire du Grau-du-Roi. Vous avez la parole. Monsieur le maire de Narbonne. Merci. Je suis très satisfait que tu aies créé il y a quelques mois en arrière ce Parlement des territoires, parce qu'effectivement, cela permet de se rencontrer, d'échanger et de créer des ententes. Maire de la 7e commune de la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la ville de Narbonne constitue une exception française. Le maire de la ville-centre de l'agglomération ne détient aucune vice-présidence ni présidence de commission. Il n'est même pas invité à la conférence des maires. Contrairement à mon ami Gérard Lara, maire de Carcassonne, qui a la première vice-présidence de son agglomération, mais qui n'est pas convoqué au bureau, ni à aucune commission, il a quand même cette force dans les mots de rappeler à son président d'agglo que s'il ne peut pas avoir son mot à dire, son président d'agglo ne présentera aucun clou dans la ville de Carcassonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de l'agglo s'est associé au maire de Carcassonne pour présenter le projet Grand Site. Mais Narbonne, malheureusement, n'est pas entendu par le président de l'agglo qui n'a aucun mandat, si ce n'est d'être dans l'opposition municipale. Et force de ce constat, la ville de Narbonne ne peut pas rester isolée et doit aller au-devant des autres communes, des intercommunalités, des autres territoires pour pouvoir construire son avenir. Cœur de la nouvelle région, placé sur l'arc méditerranéen, aux portes de la Catalogne, ouverture vers l'Europe, Narbonne ne peut pas rester simplement un carrefour. Et l'idée de Philippe Sorel, non seulement par son parcours politique, pour ne pas dire apolitique, mais politique avec un grand P, est bien entendu celui que je veux soutenir et que je partage pleinement. Et donc ce Parlement des territoires me permet de prendre des contacts et d'envisager des possibilités d'entente. La première, elle sort un peu du Languedoc et du Roussillon, c'est avec la commune d'Albi, Madame le maire, ville d'art et d'histoire, avec Monsieur le maire de Carcassonne, ville d'art et d'histoire, et très prochainement, certainement avec Nîmes, j'espère que l'on pourra aussi créer cette entente, afin que ce que Philippe combat, c'est-à-dire lui enlever la compétence touristique, hein, pas la métropole, mais dans les communes qui sont dans une agglo, ben nous puissions quand même la garder et créer des parcours d'accueil et d'information touristique avec un même ticket pour l'ensemble des touristes qui viendront. Pourquoi ? L'aéroport international de Toulouse a été racheté par les Chinois, qui ont construit un magnifique hôtel en son sein, et le groupe chinois propose en 2017 2 500 000 visiteurs par an. Nos villes ne peuvent pas passer à côté. Et si nous ne nous regroupons pas, ces villes qui ne sont pas dans la mouvance ou dans le clan de Madame Delga, nous ne pourrons pas les accueillir. Et nous souhaitons les accueillir. Madame le maire d'Albi, Monsieur le maire de Carcassonne et moi-même allons rencontrer prochainement le maire de Nîmes et créer ce circuit. J'espère que Jean-Marc Pujol pourra se joindre avec nous puisqu'il achète tout ce qui est patrimonial historique à Perpignan pour justement créer ces échanges touristiques. J'espère qu'on pourra créer un circuit touristique pour le potentiel qui va se créer.
C'est cette union dans le Parlement des territoires qui va nous permettre de le réaliser. Le deuxième projet que je tiens à lancer, c'est avec les villes portuaires. Et j'espère que tout à l'heure, avec certaines de mes collègues, nous pourrons en discuter. Nous avons un président des villes portuaires qui est catalan, de grande qualité, M. Palares, qui a reçu hier la Légion d'honneur par le ministre des Transports. Et nous avons tous des ports qui sont aujourd'hui à des tailles totalement différentes. Le port de la Bonne-Plage est un port de petite taille. Il est concurrencé par le port de Gruissan et pas par celui des Cabanes de Fleury, qui est un port fluvial qui donne sur la Méditerranée. Et je pense que nous avons des connaissances les uns et les autres devant ces ports de bateaux qui veulent accoster et qui, en plein été, ne trouvent pas d'anneaux disponibles. On peut mutualiser la connaissance des espaces libres sur les ports et des tarifs et autres, et on peut harmoniser les tarifs sur les ports au niveau de l'anneau et au niveau des services proposés. Je rencontre mercredi M. Palares et j'espère qu'avec lui nous pourrons rencontrer le maire de la Grande Motte dans les meilleurs délais, le maire du Grau-du-Roi dans les plus brefs délais et même tous ceux de la côte catalane. Parce que je pense que cette entente, ce partenariat entre les ports va être un plus pour l'ensemble des communes et doit apporter quelque chose de plus à l'ensemble des communes. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter, confiant dans le Parlement des territoires, confiant puisque on ne va pas faire de politique, confiant parce que nous devons créer des projets pour notre territoire, ce territoire que nous aimons beaucoup. En tout cas, Philippe, merci en tout cas de cette possibilité qui nous est offerte de nous rencontrer. Merci Didier Mouly. Simplement, je voudrais rajouter un petit point que j'ai oublié tout à l'heure dans les partenariats que nous avons passés avec la métropole au niveau du cinéma. Nous avons passé un partenariat entre le Festival du cinéma méditerranéen et le Festival du film de Vébron en Lozère, communauté de communes de Florac. Oui, on n'a pas chômé pendant les régionales pour le territoire. Hein? Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Stéphane Rossignol, président de l'agglomération du Pays de l'Or et maire de la Grande Motte. Oui, monsieur le président, mon cher Philippe, chers collègues, je suis particulièrement ravi des propos que tu viens de tenir par rapport aux objectifs assignés à ce Parlement des territoires. Je t'avais adressé avec mon collègue Max Roustan, président de l'agglomération et maire d'Alès, un courrier lors de la deuxième session à laquelle nous n'avions pas participé pour faire part de notre appréhension et de notre volonté d'avoir de la clarification par rapport à ce Parlement de territoire, ce que tu viens d'apporter, dans le sens où effectivement il ne s'agit pas d'un nouveau échelon administratif et surtout pas non plus d'une nouvelle entité qui viendrait concurrencer aujourd'hui une autre collectivité, la nouvelle grande région, pour ne pas la citer, qui se met en place mais avec beaucoup de difficultés. Et ça rejoint les appréhensions que nous avions, certains d'entre nous, sur cette fusion de deux régions mal préparées, qui aujourd'hui, on le voit bien, 3 mois pratiquement après sa mise en place, connaît de nombreux balbutiements et a du mal à trouver son espace. Et la fusion de deux administrations de cette importance révèle toutes les difficultés que nous avons en France dans ce genre de fusion administrative. On voit déjà la difficulté qu'il y a quelquefois dans la constitution d'intercommunalité. Notre collègue Didier, tu viens de le rappeler, ce qui se passe est quelque chose d'aberrant, complètement aberrant de voir que dans une agglomération de l'importance de celle de Narbonne, la ville-centre soit totalement évincée de sa gouvernance, ce qui montre là aussi les limites de cette loi sur les intercommunalités. Donc aujourd'hui, je l'avais affirmé lors de la première session du Parlement des territoires, bien entendu le Pays de l'Or qui est à proximité directe de la métropole de Montpellier, tu l'as rappelé, a déjà engagé des partenariats sur l'eau, sur les transports notamment, et d'autres partenariats qui se dessinent, bien entendu, de par notre proximité, de par la présence de l'aéroport de Montpellier sur le territoire du Pays de l'Or, montre que nous pouvons travailler. J'avais exprimé dans le sens que la loi avait donné la possibilité de créer un pôle métropolitain dans lequel
je te l'avais dit, nous l'avions dit, hein, avec les intercommunalités voisines, nous sommes prêts totalement à travailler en coopération. Et je crois qu'effectivement, ce Parlement des territoires, comme l'a dit Didier Mouly, est l'occasion de nous rencontrer, d'échanger, de partager des expériences, de nous rapprocher, de mettre en place des politiques communes, sans bien entendu venir là aussi se servir de ce Parlement comme une tribune politicienne, tu l'avais rappelé là aussi, et en nous apportant mutuellement des soutiens dans certains projets. Et le projet que Didier Mouly vient d'évoquer sur les ports, effectivement, rentre dans ces objectifs-là, tout à fait s'insère totalement dans ces objectifs-là. Donc voilà ce que je tenais à rappeler, à dire que effectivement il s'agit aujourd'hui non plus de ne pas avoir un périmètre. C'est bien que nous soyons nombreux, mais il faut, je pense, créer des cercles peut-être dans ce périmètre, selon la proximité ou l'éloignement des intercommunalités qui sont présentes dans le Parlement des territoires, travailler sur des bassins de vie, des bassins économiques, et c'est là tout l'intérêt, je pense, de ce Parlement des territoires. Merci beaucoup Stéphane. Oui, sur les cercles concentriques, oui, bien sûr. C'est l'idée. Ici, nous sommes sur le grand territoire, sur, je dirais, le territoire d'Atar. Je vais vous l'expliquer comme ça, le territoire de la Datar, c'est-à-dire les 5 départements de l'ancienne région, auxquels s'ajoute le Sud-Aveyron, le versant sud de l'Aveyron. Mais bien entendu, il faut d'autres périmètres. D'ailleurs, il y a des tonnes que j'ai créées spécifiquement avec Toulouse de périmètre. C'est la convention métropole toulousaine et métropole montpelliéraine qui passe largement au-dessus de tous les territoires d'Atar. C'est un partenariat spécifique entre les deux métropoles. On peut imaginer qu'avec les agglomérations voisines de la métropole de Montpellier, il y ait une forme de réunion informelle que d'ailleurs certaines agglomérations font déjà, puisque dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale du Grand Pixelou, le président a convié l'ensemble des présidents des communautés de communes voisines pour présenter les modifications du SCOT. Donc ça peut être de ce type-là, et puis ça peut être aussi une forme de partenariat de ville à ville, de communauté d'agglomération à communauté d'agglomération, comme la ville de Montpellier le fait avec la ville de Sète, par exemple, au sujet des expositions culturelles. C'est une nouvelle forme de fonctionnement qu'on propose. En fait, il y a des structures pyramidales. L'État fonctionne de façon pyramidale. Nous, on propose de fonctionner de façon pyramidale parce que nous sommes républicains, mais aussi de façon transversale pour les territoires. Jean-Marc Pujol, puis Yvan Lachaud. Oui, je suis ici en pays de jeunesse dans l'Hérault, donc en pays d'études à la faculté de Montpellier. Donc je suis un Catalan qui connaît l'Hérault. C'est une particularité. Un Catalan né en Algérie d'ailleurs, hein, pas de souci. Si tu veux, d'abord merci pour ton initiative. Ce qui m'intéresse dans cette initiative, c'est l'émergence d'un territoire. L'émergence d'un territoire, Perpignan, que j'ai transformé en communauté urbaine, puisque la loi NOTRe nous le permettait, puisque nous étions la 3e aire urbaine et nous sommes la 3e aire urbaine de la grande région. Depuis le 1er janvier est en communauté urbaine, que nous appelons Perpignan Méditerranée Métropole. Il manque 80 000 personnes pour devenir une vraie métropole. Mais peut-être qu'avec le maire de Narbonne, on va trouver des équilibres, n'est-ce pas ? L'émergence d'un territoire, c'est pas l'émergence des collectivités. Les collectivités, c'est la manière de les administrer. Et moi, je crois qu'on a la nécessité absolue de faire émerger un territoire. L'initiative que tu as prise est intéressante parce qu'elle est transcourant. Puis on utilisait le terme de transcourant. Et je crois beaucoup que dans l'évolution du XXIe siècle, ce sont les territoires qui vont émerger. Et ces territoires-là, ça ne dépend pas non plus des couleurs politiques. Ça dépend des projets politiques au sens grec de gérer la cité.
Et j'y vois beaucoup de symboles. Didier Mouly a rappelé les ports. C'est une particularité de ce territoire d'avoir une frange littorale avec des ports. On doit avoir une réflexion sur ce sujet. Le deuxième élément qu'on peut déterminer aussi dans ce territoire, c'est un arrière-pays. Un arrière-pays très très riche dans tout ce territoire. Et donc je crois que dans nos réflexions et dans les périodes que nous avons à vivre, ce sont les coopérations qui vont compter. Les coopérations d'abord parce qu'on fait souvent des doublons. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du festival de cinéma à Méditerranée. Nous avons à Perpignan l'Institut Jean Vigo qui propose des films. Et je trouve que malheureusement, on n'arrive pas à fédérer et à permettre à tout le territoire d'utiliser les moyens exceptionnels que l'on peut avoir à Narbonne, à Nîmes, à Mende, à Perpignan ou à Montpellier. Et cette réflexion-là, il faut que nous l'ayons parce que c'est une réflexion qui n'appartient pas à une collectivité, mais qui appartient à un territoire. Et cette fédération de territoire à travers tes propositions, ça me permet de dire que c'est la bonne voie pour faire émerger ce territoire et le faire connaître. Parce que c'est toujours la même chose, on le vit dans les quartiers de Perpignan. Je cite toujours l'exemple d'un jeune qui m'accueillait chez lui en jouant de la guitare, et je lui dis « mais tu as appris où de la guitare ?» Il m'a dit « j'ai appris tout seul ». Je lui ai dit, mais tu sais qu'à 800 mètres, il y a la Casa Musicale où il y a les meilleurs professeurs de guitare de toute la région. Il ne le savait pas. Donc on a besoin, dans cette coopération, et il faudra peut-être que dans ce Parlement des territoires, avoir peut-être un outil de communication un peu souple, mais assez intéressant, où on pourrait abonder, même avec les moyens informatiques, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons mettre à disposition de l'ensemble du territoire. Voilà un peu comment je vois cette coopération. Merci Jean-Marc. Cet outil existe, c'est une plateforme que nous avons mis en place avec la métropole depuis le début, depuis la deuxième session où elle a été présentée. Elle n'est pas très utilisée parce que c'est toujours pareil, il faut toujours mettre du contenu, mais ça peut faire l'objet aussi de modifications et surtout peut-être d'une autre façon de travailler, c'est-à-dire qu'il faut la rendre plus interactive et donc désigner peut-être une personne responsable de façon plus précise dans chacune des collectivités qui souhaitent s'y engager. Donc, pour demander la parole, Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, et Louis Villaret, président de la communauté de communes du Grand Cœur d'Hérault. Bien, écoute, d'abord merci, puis félicitations pour cette initiative. Alors c'est vrai que nous, dans un premier temps, on avait demandé à réfléchir, à voir, mais la charte dont tu as parlé tout à l'heure nous convient parfaitement parce qu'on ne souhaitait pas effectivement créer une architecture supplémentaire, un étage supplémentaire dans nos collectivités. Donc dans ce cadre-là, l'agglomération de Nîmes et celle d'Alès, puisque je peux parler au nom de Max Rostand aussi, adhéreront bien volontiers à cette politique des territoires et à ce Parlement. Je crois, tu as raison, qu'il y a nécessité de mieux travailler entre élus, quels que soient les bords auxquels nous appartenions, dont on n'a strictement rien à faire. Quand on est élu pour un mandat, on reparlera politique à la fin du mandat, mais on a à viser d'abord l'intérêt général, c'est bien clair pour nous tous. Nous, on a une expérience qui nous permet de dire que ça fonctionne bien entre collectivités. Dans le cadre du pôle métropolitain de Nîmes-Alès, bon, des territoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est vrai que l'ensemble de nos élus, ça fait quand même à peu près 150 à 200 élus, travaillent ensemble sur tous les sujets. Voilà. Et de façon pas occasionnelle, mais de façon régulière. Et nos administrations travaillent ensemble. Sans une architecture d'ailleurs spéciale. Il n'y a pas de salariés au pôle métropolitain Nîmes-Alès. Mais sur des complémentarités que nous avons à mettre en place, on devient assez pertinent. Et ça fait quand même un territoire à plus de 400 000 habitants, ce qui était plutôt sympathique. Voilà.
Donc dans ce cadre-là, tout à fait. Je dirais en plus qu'on a quelques expériences, et puis je voudrais notamment remercier Max Lévita ici présent, parce que c'est vrai que depuis le début de ce mandat, Max participe régulièrement à nos conseils de développement d'enseignement supérieur sur la métropole nimoise, donc, et avec Alès d'ailleurs. Donc voilà des exemples aussi qui fonctionnent, sans pour autant qu'on ait écrit des choses très rigoureuses et nous enfermant dans des trucs de fou, ça marche. Voilà. Donc c'est vrai que si on peut le développer dans d'autres domaines, ça me paraît très intéressant. Qui plus est, tu as fait référence à la restructuration aujourd'hui des communautés de communes, et puis je vois tous mes collègues ici présents. Hier on avait une CDCI à Nîmes, vous en avez une demain dans l'Hérault, enfin lundi dans l'Hérault, où là aussi il y a nécessité de s'adapter à une loi qui nous rend les choses difficiles au quotidien. Hein, parce que restructurer des communautés de communes tous les 3 ans, ça commence à nous casser un peu les pieds à tout le monde et ça nous empêche de travailler. Dans le département du Gard, Alès va passer à 70, à 80 communes, j'en sais rien, à la vie elle le dirait mieux que moi, mais hier tout a été rejeté, donc on va devenir un truc difficilement gérable, mais en même temps peut-être intéressant pour le territoire d'Alésien. Et depuis hier, Nîmes Métropole est passé à 39 communes. Là aussi, sans laisser sur le bord du chemin un certain nombre d'autres communes qui ont rejoint d'autres communautés de communes. L'important était de respecter la vie des maires. Et je parle devant le Saulmiérois, qui a aussi souhaité travailler différemment. Et là, ça nous impose de travailler avec Saulmières aussi. Donc voilà, moi, ça nous va parfaitement. Je dirais à Didier Mouly que dans le cadre du tourisme, puisque c'est l'agglomération nimoise qui a la compétence, je suis tout à fait d'accord pour travailler dans ce cadre-là avec toi sur le tourisme. On a aussi l'habitude, et puis je crois que Catherine Dardet et Jean-Luc Desclous, vice-président qui est ici à ma gauche, ont déjà travaillé ensemble dans le cadre de politique de la ville. Je pense qu'il serait intéressant, s'il y a une suggestion, que peut-être lors d'une prochaine rencontre, on puisse aborder 1 ou 2 thèmes sur lesquels on pourrait dire tiens, comment les uns et les autres travaillent, et peut-être ça nous permettrait d'établir des liens entre les uns et les autres, ou de pouvoir, moi j'ai envie d'aller à Perpignan voir comment il est passé en communauté urbaine, parce que le PLUI c'est un problème pour tous les maires, donc il faut qu'on en parle. Voilà, peut-être que en examinant 1 ou 2 thèmes, ça nous permettrait de mieux échanger et donner un peu du corps, mais en tout cas bravo de ne pas créer une architecture supplémentaire et de laisser, je crois, l'occasion de nous rencontrer, d'échanger simplement ce dont nous avons bien besoin, de toutes les contraintes politiques qui nous cassent les pieds au quotidien. Merci. Merci Yvan. Sur les thèmes abordés, je serais plutôt partisan, si vous êtes d'accord, que ce soit le lieu où on indique ce qui nous contraint, nous gêne, nous pose problème. Parce que si on lâche un thème comme le tourisme, comme la politique sociale, on ne va pas s'en sortir. Ça va être vraiment un parlement non-stop. Mais par contre, que sur un problème particulier, comme la confection d'un PLUI, que toutes les communautés de communes doivent passer avant 2017, on a tous des pratiques et des remèdes un peu différents qui peuvent être complémentaires. Relever la cause de dissension et en discuter sur une problématique particulière. Didier Mouly tout à l'heure a expliqué une problématique qui est la sienne, sur l'agglomération, sur la ville de Narbonne. Certes, elle est politique, mais elle est aussi représentation territoriale. C'est pour ça qu'il l'a présentée de cette façon. Représentation des territoires. Sur le tourisme, si on commence chacun à expliquer tout ce que nous faisons dans le tourisme, on ne va pas s'en sortir. Hein? Donc, moi je serais partisan, si vous êtes d'accord, d'exposer 1 ou 2 sujets qui sont bloquants et sur lesquels les maires et les présidents d'agglomération ici présents peuvent proposer, indiquer, commenter leur méthode particulière pour arriver à le solutionner. Et peut-être que des réponses, chacun pourra trouver les éléments nécessaires pour construire une stratégie qui l'aidera. C'est un peu comme ça que je le vois. Si vous souhaitez porter à l'ordre du jour de la prochaine session que nous ferons dans 6-8 mois, parce que les parlements des territoires, on le fait 1 à 2 fois par an, on ne le fait pas plus. On n'est pas une institution. Il faut l'indiquer, il faut me l'indiquer, je le mettrai à l'ordre du jour sans problème. Louis Villaret.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je prends la parole parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'urbains là qui parlent, des grands responsables de ville. Alors il faudrait quand même que le rural s'exprime un petit peu. Et on sait très bien que la ruralité, c'est l'avenir, c'est notre avenir à nous tous, et nous en aurons besoin de plus en plus. Donc ceci pour se présenter tout simplement. Alors, ce qui a été dit en introduction par toi, Philippe, le Parlement du territoire et la définition que tu en as donnée en termes d'instances de concertation, à ce qui me concerne, ça me va très bien et je pense que c'est bien ici de se concerter et de faire valoir les problèmes que nous avons les uns et les autres et voir comment on peut ensemble les régler. La métropole, je crois que nous avons besoin d'une grande métropole, une très grande métropole, en s'appuyant, disons, sur ces territoires dont mon collègue a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des bassins de vie, il y a des territoires, il y a des cohérences sur ces territoires, et il faut voir comment ces territoires peuvent travailler ensemble. Il s'avère que feu Languedoc-Roussillon, nous avions un aménagement du territoire qui était multipolaire, avec un certain nombre de villes, un chapelet de villes méditerranéennes. Et je crois qu'il faut garder cela. Même si nous avons une métropole forte, il la faut, je l'ai dit, on a besoin de toutes ces villes avec, disons, leur identité, leur type de développement, leur originalité. Et l'objectif, c'est de rechercher des complémentarités entre les uns et les autres plutôt que de s'opposer d'une façon un peu ridicule qui fait qu'on épuise nos énergies. Donc recherchons ces complémentarités. Je crois que ce Parlement peut être le moyen de travailler ensemble en bonne intelligence. Et puis au-delà des métropoles, au-delà des grandes villes, il y a les territoires ruraux. Et les territoires ruraux, vous savez que la loi parle des PETR, et je pense que là aussi, il y a des, disons, des bassins de vie qui sont intéressants. Et j'aimerais savoir aussi le Parlement des territoires ce qu'il pense des PETR, parce qu'il serait souhaitable d'organiser ce monde rural en pays, en PETR, qui serait un petit peu le pendant, enfin entre guillemets, de la métropole ou des grandes métropoles, et qui permettrait d'avoir des relations, disons, concertées. Alors au-delà de cela, et pour pas être trop long, c'est vrai qu'il y a des thématiques et qu'on ne va pas s'engager aujourd'hui sur les thématiques, sinon on ne s'en sortirait pas, mais par rapport à notre positionnement, le cœur d'Hérault, et je m'excuse de ramener les choses au cœur d'Hérault, mais c'est valable pour tous les territoires de cette grande région. Je crois qu'il y a des thématiques fortes où le rural et l'urbain doivent se rencontrer parce qu'ils sont complémentaires. C'est le tourisme, on l'a cité, c'est par exemple aussi les circuits courts, la relation entre les producteurs, le rural et les consommateurs qui se trouvent en ville. Et là, on a lancé un projet alimentaire où on retrouve, on l'a fait transversalement, avec l'aménagement du territoire, le SCOT, le développement économique, c'est les producteurs, les consommateurs, avec la santé, c'est le contrat local de santé, et c'est le social aussi, avec la création d'emplois, etc. Ce qui veut dire qu'on trouve des thématiques qui sont transversales et où on peut se retrouver tous les uns et les autres, ruraux et urbains. Il y a aussi la mobilité, mais je m'arrêterai là pour ne pas être trop long. Donc ça veut dire qu'ici, dans cette instance de concertation, on peut se retrouver tous ensemble pour avancer et pour profiter des expériences des uns et des autres. Je partage totalement ton point de vue, Louis Villaret. Francis Cross, puis Christian Huguet. Oui, tout d'abord, merci Philippe pour l'initiative que tu as prise au niveau de la métropole d'adhérer à l'association des communes forestières du département de l'Hérault et rentrer dans cette grande famille des communes forestières de la grande région. Nous, aujourd'hui, avec votre arrivée, c'est un peu plus de 200 communes forestières qui adhèrent à l'association héroltaise.
Sur la grande région, c'est 1100 et quelques communes forestières bien présentes. Ça veut dire que là, on a un terreau d'élus, un terreau de décideurs qui peuvent avoir des politiques fortes de complémentarité entre la ville et la campagne, entre ce monde urbain, ce monde rural et de montagne, sur l'usage et la valorisation du matériau bois. Et quand la métropole décide d'acheter du bois et du bois énergie provenant des hauts-cantons, du département de l'Hérault, du Tarn, du Gard, etc., ça veut dire qu'on est dans des échanges économiques de proximité, et ça veut dire que le Parlement des territoires, à ce niveau-là, c'est quelque chose de concret. Je peux dire que j'avais marqué le coup est parti sur le bois énergie. Et ça, c'est important. Il faut qu'ensemble, on réfléchisse également au bois construction. Et quand les donneurs d'ordre public disent on va lancer des opérations de logements sociaux à hauteur de temps, etc., l'idée c'est réfléchissons ensemble comment on pourrait faire, je ne sais pas le nombre, 5%, voire un certain pourcentage de logements sociaux avec le matériau bois. Et chaque fois qu'un habitat social est réalisé avec du matériau bois, du bois local, ça veut dire que pour les territoires ruraux de Lozère, de l'Aveyron, des voisins proches, etc., on valorise notre bois local. Et les gens du monde urbain, à un moment donné, culturellement, ça veut dire qu'ils habiteront demain dans une maison dont le bois qui provient de la forêt des versants de l'Égoile avec ce magnifique bois qui est le Douglas, ils seront contents parce qu'ils iront chercher, comme ça a été dit, des champignons sur ces territoires-là, mais ils habiteront aussi dans des maisons avec tout le confort, répondant aux normes énergétiques, environnementales, et ça, il faut qu'on le bâtisse ensemble. C'est bon pour la métropole Philippe, mais c'est bon avec tout l'ensemble des collègues autour de la table qui sont des donneurs d'ordre public. Pensons-y à ça, c'est important pour la montagne et pour le monde rural, et on a une vraie complémentarité concrète à jouer. Merci beaucoup, Francis. Christian Huguet. Oui, d'abord pour aller dans le sens d'Yvan Lachaud, effectivement, nous aussi on a eu en Lozère un nouveau schéma de coopération intercommunale. Ça s'est fait un peu difficilement. Le moins qu'on puisse se dire, c'est un euphémisme, c'est que ça s'est fait. On est ressortis tous, la plupart de ceux qui ont participé à cette CDCI, un peu frustrés de ce qui s'était passé. N'empêche que ça aura aussi un impact sur notre représentation ici dans ce Parlement de territoire, puisque voilà, il y a des changements importants sur les fusions de communautés de communes. Et puis pour aller dans le sens de Jean-Marc Pujol et de Stéphane Rossignol par rapport à l'outil numérique, Philippe l'a rappelé, qui a été mis en place, on pourrait peut-être imaginer un annuaire des territoires ou sur une fiche numérique, bien sûr, dans cet outil numérique qui a été mis en ligne, qu'on puisse rappeler les contacts et les coordonnées des élus et des techniciens de la communauté de communes, et un peu les références et les caractéristiques de ce territoire, ce qui permettrait qu'on puisse, en cherchant une expérience, aller téléphoner à un élu en lui disant « Tiens, tu as fait un truc qui m'intéresse, comment ça s'est passé, quels sont les problèmes, etc. » d'une façon très pratique, sur une fiche un peu formatée de manière à ce qu'elle soit la même dans tous les parlements, dans tous les territoires. Merci beaucoup. Christian, je vais donner la parole à Laurent Pellissier. Merci, Président. Je souhaitais vous dire à quel point je me réjouis de l'état d'esprit qui règne ce matin, ici dans cette salle. Pour avoir participé aux 3 rendez-vous, il est vrai qu'à l'occasion du second, à l'approche de certaines échéances, peut-être n'étions-nous pas tout à fait dans le même esprit. Mais en même temps, ça ne me surprend pas, parce que lorsqu'on parle d'objectifs,
nous nous fixons un point à atteindre, une orientation, et finalement, on est en capacité à ce moment-là de s'affranchir de certaines idéologies ou de certains modes de pensée. Et je crois que c'est véritablement dans cet esprit que nous devons tous ensemble, les uns les autres, au regard du territoire que nous représentons, pouvoir nous entendre. Maintenant, à nous écouter les uns les autres, j'ai le sentiment parfois de redite. Nous sommes d'accord. Nous avons fixé 7 axes de travail. Il me semble maintenant essentiel de pouvoir passer à la concrétisation et à encore plus de concrétisation pour prouver que l'on croit en cela. Je vous remercie. Oui, j'ai bien entendu, mais ici, nous ne sommes pas une institution, nous n'avons pas de service, nous n'avons pas de directeurs généraux de service, nous n'avons pas de chargés de mission. D'ailleurs, personne cotise ici autour de cette table. Bon, donc il faut raison garder, et moi je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Je pense que peu à peu, au fil des rencontres, nous arrivons à établir un certain nombre de coopérations qui n'existaient pas à notre première rencontre. Et là, peu à peu, les gens se parlent, les uns et les autres se parlent, arrivent à comprendre les désirs qui sont les leurs et ceux qui représentent les territoires d'élection sur lesquels ils sont légitimes. Ainsi, peu à peu, nous allons construire des choses. Mais il ne faut pas, ne demandons pas au Parlement des territoires de réagir comme une institution politique. Ça n'est pas une. Ça n'est pas une. C'est un lieu où on parle. C'est un lieu où on échange, mais par contre, c'est un lieu qui peut déboucher sur un certain nombre de partenariats. Et c'est ça l'intérêt. Mais on ne peut pas demander au Parlement des territoires de suppléer une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, un département, une région. Ça n'a rien à voir. C'est un, comme disent c'est un speaking corner. Voilà. Qui veut la parole? Alain Barbe. Monsieur le Président, mon cher Philippe, mes chers collègues, bon, en effet, moi, j'ai participé donc à ces trois assemblées qui ont lieu ici dans ce beau château de Castries, dans cette belle salle. Et c'est vrai que je reconnais que c'est un plaisir particulier. Tout d'abord de rencontrer des collègues des autres collectivités. On n'a finalement jamais l'occasion de se voir. Et parfois, on est très proches des uns des autres. Et on ne se voit pas. On est à quelques kilomètres même parfois et on n'a aucune occasion de se rencontrer, hormis les festivités de fin d'année qui, de temps en temps, on va dire, décloisonnent un peu nos territoires et nous permet d'échanger, de parler de nos difficultés, parce que je trouve qu'on est parfois seul, et trop souvent seul, j'ai presque envie de dire, lorsque on est plus ou moins chahuté. Et en ce moment, parce que visiblement ça a l'air d'être d'actualité un petit peu sur tous les territoires, avec ces nouveaux schémas qui sont en cours et qui demain pour nous c'est le grand jour, mais j'ai bien compris que d'autres y étaient déjà passés avant nous, et on s'interroge bien évidemment, et je pense que ce Parlement des territoires peut nous aider justement à mieux comprendre quels sont réellement les enjeux de nos propres territoires concernant nos évolutions. Moi j'ai la chance d'avoir Philippe Sorel près de moi avec, je dirais, des frontières intercommunales et par plusieurs communes. Et on s'est de suite rencontrés, on a de suite discuté, il a de suite compris quels étaient les enjeux de notre communauté par rapport à la grande métropole qu'il a construite. Et par l'échange, par le dialogue, par la discussion, il a compris également que notre territoire devait rester ce qu'il est aujourd'hui et que la ruralité devait être préservée. Mais c'est par ces discussions qu'on a réussi à le faire. Et Dieu sait si,
par le passé, les discussions n'avaient pas lieu entre le territoire du Grand Pic-Salou, Philippe, tu le sais, et la communauté d'agglomération de l'époque. Donc je crois que voilà, pour moi, le Parlement des territoires, c'est avant tout cette chance qui nous est donnée aujourd'hui de nous rassembler, de pouvoir discuter, de pouvoir partager. J'ai vu tout à l'heure dans les présentations, il me semble qu'il y a le maire de Castelnay-le-Haut qui est là. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Il est là. Il est où? Il n'est pas loin. Il est ici, voilà. Nous avions des locaux, la côté commune du Grand Pic-Salou avait investi dans des locaux à Castelnay-le-Haut pour des vacances de nos jeunes. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur ce bâtiment. Est-ce qu'on va le garder ou pas le garder? On a eu des échanges déjà par courrier. Et là, je vois le maire qui est là. C'est fantastique. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que j'attends, c'est de pouvoir passer ce moment, je dirais, studieux, mais aussi de convivialité, de rapprochement entre nos territoires, de mieux se connaître. Je pense que c'est mieux se nous projeter pour demain. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Patrick Balavieille, puis à Jean-Baptiste Estève. Oui, merci, Monsieur le Président. Le Parlement des territoires, vous y avez bien insisté, et plusieurs collègues aussi, c'est un lieu d'échange, c'est pas donc une strate supplémentaire dans le millefeuille. Et tu viens de le dire, les échanges, on en manque parfois. Hein. On a beaucoup de lieux de décision, on a peu de lieux d'échange gratuits, au sens où on n'est pas dans l'obligation de décider rapidement, et on est un peu aussi en dehors des poids politiques respectifs qui peuvent s'exercer ici et là. Je veux prendre un exemple, c'est l'axe 6, la culture, le patrimoine et l'université, pour retenir uniquement la question de la culture et du patrimoine. Et je le fais en fonction de l'intervention du maire de Narbonne. Si on prend par exemple la question de la romanité sur la région, l'ancienne région Languedoc-Roussillon, mais allons maintenant au-delà. Comment on fait pour faire travailler ensemble des villes comme Narbonne, Nîmes, d'autres cités, le Pont du Gard, dans la perspective de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO de Nîmes, dans la perspective aussi où on voit bien que la question touristique, elle est prégnante et que la situation nationale et internationale va nous poser des difficultés par rapport au flux de touristes étrangers. Je pense donc que, par exemple, à partir du Parlement des territoires, on pourrait réfléchir à des actions concrètes à mener, partenariales, qui nous soient mutuellement profitables, pour créer un petit peu ce réseau au travers de la romanité qui ne peut pas se découper en tranches. Et voir comment, à partir de là, développer un partenariat en lien avec les agences départementales de réservation du tourisme notamment, parce que culture, patrimoine et tourisme, c'est quand même lié. Mais voilà donc quelque chose qui nous permettrait d'avancer sur cette question patrimoniale qui est importante et la resituer dans l'enceinte de la nouvelle grande région. C'est-à-dire comment on fait aussi pour que Narbonne, Nîmes, le Pont du Gard et d'autres lieux liés à la romanité et au patrimoine, Carcassonne, etc., nous puissions là aussi avoir de meilleures retombées. Voilà un petit peu, Philippe, ce que je souhaitais dire, en sachant que ce n'est pas ici, bien évidemment, que ça se décide, mais c'est ici qu'on peut commencer à en parler pour pouvoir décider demain dans d'autres lieux. Tout à fait de ton avis, et je vais rajouter deux choses. C'est que même si Montpellier n'est pas ville de la romanité, ni la Grande Motte, et le Pays de l'Or, nous avons sur nos deux territoires un aéroport de 1 million de voyageurs et une gare de 2 millions de voyageurs par an. On ne peut pas sortir ces deux équipements de la réflexion sur le tourisme, sans parler du réseau autoroutier. Et un petit point à part, dans le cadre des compétences de la métropole, je n'ai pas demandé la délégation tourisme au département au 1er janvier 2017. Je pense qu'il est préférable, même si nous avons pris la compétence tourisme à la métropole de Montpellier. Mais vous savez que dans le cadre de la loi NOTRe, nous pouvons demander une série de compétences au département qu'il est contraint de nous donner. Enfin, il y a des modalités, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je n'ai pas demandé la compétence tourisme au département de l'Hérault pour garder la forme conventionnelle.
ce qui permet à la métropole de travailler avec d'autres départements que celui de l'Hérault, sous forme conventionnelle aussi. Parce que le Pont du Gard, c'est pas dans l'Hérault, Carcassonne, c'est pas dans l'Hérault, Narbonne, c'est pas dans l'Hérault, etc. Mais on peut créer à partir de là une forme de réseau intelligent et avec des points d'entrée. Et l'aéroport et la gare et le système autoroutier sont des points d'entrée. Monsieur Estève. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, voilà, moi je vais peut-être vous étonner un peu, mais voilà, c'est ma 3e fois que je suis ici. Monsieur le Président, je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez ressenti cette sérénité dans laquelle nous parlons? Et ça, c'est très important. Et vous l'avez signalé, ici, c'est un Parlement où on parle, où on se dit pratiquement tout. Et c'est ça qu'il faut. Et au-delà de tout ça, nous devons avoir tous cette vision de l'intérêt général. Et là aussi, ça passe par l'intérêt général. Et c'est pour ça que je voudrais tout simplement à tous, collègues, chers collègues, c'est qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ce Parlement. Et c'est à vous qu'on nous le devons et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de vos paroles très chaleureuses et amicales. Roland. Monsieur Canaillé, président de la communauté de communes du Pays Vigadais. Oui, merci Philippe pour cette initiative. Nous, moi je pense qu'on a parlé tout à l'heure de faire reconnaître nos produits. Je vois que la comédie des Cévennes, pardon, initiée par les Cévennes, maintenant, bon, il y a le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, tout ça qui vient faire connaître leurs produits du terroir sur Montpellier, sur les grandes villes. Je pense que chaque territoire devrait faire connaître ses produits au niveau, si chacun pouvait, au niveau du territoire, des ruraux, parce que bon, on a des produits qu'on ne sait pas qu'à proximité on peut l'avoir. Il y a l'élevage, chez nous il y a l'oignon doux des Cévennes, on a pas mal de produits qu'il faut faire connaître. Et puis quand même, j'ai été bon, Philippe, tu l'as dénoncé aussi, on a beaucoup de vignobles dans notre territoire, et quand on voit le Tour de France, que les villes quand même donnent beaucoup d'argent et qu'on fait la promotion du vin du Chili, le Parlement là quand même pourrait poser une motion pour dire qu'il y a du bon vin chez nous et qu'on pourrait quand même éviter de tels produits. J'ai rien contre le vin du Chili, mais bon, on en a quand même du bon chez nous. Oui, sur le sujet du vin chilien qui est partenaire du Tour de France, je vous explique le processus. Et j'ai eu un rendez-vous hier avec Denis Carretier, président de la Chambre d'agriculture de la région, de la grande région. En fait, il y a eu un appel d'offres sur les marques pouvant soutenir le Tour de France. Et concernant les vins, la profession et la viticulture en France étant pas aussi bien fédérées que les vins chiliens, ce sont les vins chiliens qui ont remporté le titre de la même façon que Skoda a pu remporter le titre face à Renault ou Peugeot ou Citroën, enfin je ne sais pas, marque française. Donc cette année, le contrat est passé. Christian Prudhomme a dit qu'il était impossible de revenir. Par contre, on a la possibilité d'installer sur le passage du Tour de France un certain nombre de villages viticoles qui pourront promouvoir, grâce au passage du Tour de France, les vins locaux et régionaux. Montpellier sera ville d'étape, arrivée le 13 juillet et le départ du 14 juillet, ce qui est l'étape la plus importante, enfin la plus suivie en termes médiatiques. Nous sommes en train de réfléchir avec Jacques Gravejal à la possibilité d'installer un village des vins du département de l'Hérault, des vins de pays, vins du Pays d'Oc,
sur le village à proximité du village du Tour, le 14 juillet, sur la place de la Comédie. Voilà. Mais c'est la réponse que nous faisons, nous, à un problème qui est beaucoup plus large que celui du département de l'Hérault, puisqu'il concerne l'ensemble de la Grande Boucle. Mais je sais que dans d'autres départements, il y a des initiatives du même ordre qui ont été prises. Et notamment, une initiative prise par la région, dans un autre département. Je crois que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Le Tour est sponsorisé par le vin chilien. Il n'empêche que le long du Tour, il y aura des villages de promotion des cépages locaux. C'est la réponse que nous sommes, c'est la seule réponse que nous sommes en capacité de pouvoir fournir aujourd'hui en 2016. Pour 2017, les choses auront changé. Cependant, je considère que la proposition de Roland Cadaillet est une proposition correcte. Et si personne n'y voit d'inconvénient, enfin ben là je vais vous laisser la parole bien sûr, je pense que d'écrire une motion pour le soutien des vins régionaux pour le Tour de France, le Parlement des territoires a dans la capacité. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, personne ne s'oppose à ne pas soutenir la viticulture, c'est bien. Bon, eh bien, on va rédiger une motion qu'on intègre dans le rapport et qu'on fera passer à la presse après. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Revol, René Revol, maire de Grabel. Monsieur le Président, chers collègues, juste un mot concernant mes compétences et la nécessité de la collaboration entre toutes nos collectivités. Certains d'entre nous et beaucoup d'élus locaux vivent l'adoption et l'application de la loi NOTRe avec une certaine difficulté vu la brutalité de cette application. Et dans un domaine particulier qui est celui du transfert des compétences eau et assainissement qui seront obligatoires à l'échelle des EPCI, des agglomérations, communautés de communes, c'est parfois un défi. C'est un défi en termes de coopération, c'est un défi en termes d'investissement, mais aussi c'est un défi démocratique. Car beaucoup de syndicats mixtes sont constitués et qui, depuis des décennies, sur la base de la ressource en eau, qui, elle, n'obéit pas aux guerres politiques et aux frontières administratives, eh bien, ces syndicats sont bousculés. Et on a peur, les uns et les autres, effectivement, que la nouvelle organisation finalement entraîne un recul en termes d'efficacité, en termes de coopération. Donc au niveau de la métropole de Montpellier, nous avons décidé d'avoir une méthode de collaboration pour essayer d'accompagner ce changement. Qu'on ait été pour ou qu'on ait été contre, comme c'était mon cas, cette loi s'applique. Et dans son application, il nous faut essayer d'être intelligents pour préserver ces collaborations. Alors voilà, je voulais insister là-dessus. Nous avons déjà établi des collaborations très étroites avec la communauté du Pic Saint-Loup et disons avec l'étang de l'Or, parce que voilà, c'est notre même bassin de vie, c'est notre même bassin versant, et qu'on doit avoir l'intelligence de travailler ensemble. Et il y a des enjeux considérables. Ces enjeux sont liés au fait que nous sommes tous touchés dans cette région par les effets du changement climatique et que ce changement climatique va nécessiter de notre part, les uns et les autres, dans beaucoup de champs de compétences différents et pas que dans celui-là, des investissements et des actions communes. Alors je me félicite que ce Parlement du territoire nous permette d'organiser ces collaborations et en tout cas la métropole de Montpellier est à la disposition de tous pour organiser cette collaboration. Merci Rodé.
Monsieur Chambon. Oui, je profite de cette grande assemblée pour faire un peu de publicité sur une opération que nous avons faite à Juvignac. Juvignac est une commune qui n'est pas rurale, mais Juvignac a organisé avec la Chambre d'agriculture de la Lozère et la Chambre d'agriculture de l'Hérault ce qui s'appelle le Drive fermier, qui est une des premières expériences qui a été faite par les chambres d'agriculture dans ce domaine-là. Il s'agit de 7 agriculteurs de la Lozère qui sont plutôt fournisseurs des produits, c'est-à-dire la viande, la volaille et les produits de la montagne, qui se sont unis avec 7 producteurs de l'Hérault, qui sont plutôt des maraîchers, du vin, de l'huile d'olive, et ils ont constitué un site avec l'aide des 2 chambres d'agriculture. C'est un test que l'on fait qui, plus tard, se développera probablement dans toute la France. Et sur ce site, vous pouvez, jusqu'au mardi soir, commander tous les produits qui sont mis à disposition par ces producteurs. Et vous venez chercher votre panier le vendredi à 17 h devant la mairie de Juvignac, où, alternativement, l'un ou l'autre de ces producteurs regroupe tous les produits qui ont été commandés et les apporte. Cela fait 1 an et demi que ça marche bien, mais si l'honorable Assemblée qui est là voulait bien en faire la publicité auprès de tous leurs administrés, probablement ça marcherait encore mieux. C'est un exemple, je trouve, intéressant d'une commune qui n'a rien à voir ou a très peu de choses avec la ruralité, mais qui a permis à ces producteurs de faire un circuit court. Pourquoi Juvignac? C'est très simple, c'est parce que c'est sur la S750 et que vous avez 30 000 voitures tous les jours qui passent, donc pratiquement tous les habitants des communes du Pic-Saint-Loup, des communes du Val-d'Hérault ou de l'Arc-Ouest de Montpellier qui passent là, peuvent tous les vendredis à 17 h, de 17 à 19 h, venir récupérer le panier qui leur permettra d'avoir dans un circuit court des produits de qualité pour toute la semaine qui suit. Merci. Yvan Lachaud. Je vais faire la pub aussi. On a la même chose à Nîmes Métropole. Et nous, en plus, on a payé 2 camions aux agriculteurs qui font les circuits courts et c'est distribué dans les communes qui le veulent. Voilà, donc allez-y, vous faites pareil. Ça marche bien en plus. Hein. C'est une très très bonne... ils sont ravis et les jeunes qui pratiquent aujourd'hui que du drive fonctionnent qu'avec ça. Et en plus, c'est des circuits courts. Donc Juvignac, et puis on peut rajouter Nîmes, mais ça ne te gêne pas, on peut en faire d'autres. Hein. Moi, j'aime bien le terme de circuit court. Robert Crost, maire du Gros-du-Roi. Merci Président, merci Philippe pour cette invitation. J'ai un grand plaisir à participer à vos travaux ce matin. Et je voudrais rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu sur le thème de l'eau. René Revol qui parlait de cela pour parler de littoral, du thème du littoral, parce que vient d'être abordée cette question du réchauffement climatique, du changement climatique. Et ça doit nous interpeller parce que, à travers ce qu'a dit tout à l'heure donc le maire de Narbonne par rapport au littoral et Stéphane Rossignol, on est dans une volonté, et on va employer un terme qui peut être galvaudé, de développement durable. Donc oui, dynamiser le développement économique et prendre en compte ces problématiques, et c'est bien de pouvoir en parler comme ça très facilement au Parlement avec les collègues. Parce qu'à travers ça, bien sûr, on parlera du lien nécessaire de l'ensemble de ce littoral avec ses potentialités, et aussi de ce lien nécessaire avec le littoral, les métropoles et aussi, je l'ai entendu, les territoires ruraux. Je crois que c'est important qu'on parle de ce lien. En tout cas, sur ces éléments-là, je serai très preneur de rencontres avec tous mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Robert. Qui demande à s'exprimer? Oui. Oui, merci Président pour cette initiative du Parlement des territoires. C'est pour moi l'occasion de venir rechercher de la reconnaissance, voire de la solidarité pour les territoires ruraux. Nous, au fin fond de la Lozère, on se sent un peu isolé et on craint pour notre isolement que d'une part nous soyons isolés par la voie ferrée, clairement Nîmes, qu'il faut défendre,
Je pense que c'est un atout essentiel pour notre territoire. Défendre aussi la RN 88, qui est l'axe Lyon-Toulouse, qui est primordial. Et il est pratiquement à 2 fois de voie, sauf pour la Lozère et un petit bout de l'Aveyron. Et là, ce qui fait qu'on est... ça fait un écueil, quoi. Et donc, il y a une autre crainte, c'est que la 88 du côté de Langogne, avec le président de la région Rhône-Alpes, Auvergne maintenant, qui est Wauquiez, qui a tendance à vouloir essayer de monter, dévier la 88 pour raccorder à la 75, mais à Brioude. Donc pour nous, ça serait éviter la Lozère, ce serait vraiment dommage. Et lutter également contre l'isolement numérique, puisque même les téléphones mobiles ne passent pas partout, en territoire rural, ce qui pose des problèmes pour les vétérinaires, les médecins, etc. Et le numérique pour le développement des entreprises, Internet, etc. Voilà. Alors, sachant que la loi NOTRe, nous, le projet du préfet, on s'oriente vers 10 grandes communautés de communes pour la Lozère, pour 75 000 habitants. Hein, donc, on va avoir des petites unités difficiles pour les gérer. Et là, il n'y a pas eu, comme dans les départements voisins, de grandes fusions. Donc, ça va être difficile de mobiliser des crédits, et donc, je crois qu'il faudra nous aider. Et puis, je pense que aussi, juste une expérience, c'est-à-dire nous, notre communauté de communes était à 9 communes, 4700 habitants à l'heure actuelle, et nous avons fait un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. C'était un peu innovant, ça nous a fait un petit peur. Là, je vous apporte mon expérience. Puis finalement, il s'est avéré que ça a été une bonne chose, parce qu'un milieu rural avec un centre-bourg, il y avait des difficultés avec des petites communes aux alentours. Et le fait de faire un plan local d'urbanisme intercommunal a créé de la cohésion, a une réflexion commune de toutes les communes pour un développement. Et je pense que ça a été un lien assez fort. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette expérience-là, mais avec juste une précision, réfléchissez bien avant sur la réflexion des territoires, sur les communes, ce qu'il faut développer ou pas. Parce que des fois, on a tendance un petit peu à passer, mais sur le zonage, voilà. Que les maires se penchent bien sur le zonage avant de passer sur le PLUI. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Souchon. Je voulais vous dire que si j'ai l'opportunité d'être associé à la confection du schéma de transport sur la grande région, je défendrai, si personne n'y voit d'inconvénient, le désenclavement par la RN de 88. Voilà. Madame Touzard. Pour revenir sur l'axe agroécologie-alimentation, juste un petit point d'information au niveau de Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de la politique agricole et alimentaire. Nous faisons ce travail de recensement de l'ensemble des points de vente directe qui prennent des formes très différentes. Il y a les drives fermiers, il y a les AMAP, il y a les locavoriums, il y a les marchés de plein vent. Nous ne prenons pas a priori position pour l'un ou l'autre des formules, puisque pour les agriculteurs, il faut l'ensemble des palettes de propositions, et pour les consommateurs, il faut aussi l'ensemble de la palette. Mais par contre, nous pensons que nous jouons un rôle important de mise en lumière de toutes ces initiatives, qu'elles soient citoyennes, portées par la profession, etc., pour informer les consommateurs, mais aussi pour informer, je pense, les producteurs, notamment des territoires ruraux, de l'ensemble de ce paysage, de ces opportunités de vente directe qui sont sur le grand bassin de consommation de Montpellier. Deuxième axe que je voudrais porter à votre connaissance, c'est le travail que nous menons autour de la restauration collective, scolaire notamment, mais pas que, avec les communes. Nous estimons que la commande publique est un levier très important de développement
des structurations des filières, de circuits courts ou de proximité, comme vous le dites, Monsieur le Président, en lien notamment avec tous les territoires du Parlement des territoires. Et nous faisons un travail d'appui aux communes en d'aide à maîtrise d'ouvrage pour introduire du local dans les cahiers des charges, dans le cadre des DSP par exemple. Et nous faisons aussi également avec le marché gare un travail d'information, de structuration des acteurs des filières. Je pense par exemple aux sociétés de restauration collective locales pour qu'elles s'approvisionnent localement. Donc c'est tout un travail, je dirais, que nous faisons par la demande, par l'aval des filières. Nous sommes en demande sur Montpellier et les alentours de ces produits locaux. Et donc voilà, je pense que nous pouvons, entre élus des territoires aussi, travailler à cette mise en lien. Nous avons commencé une petite expérience avec le pays viganais, mais je pense qu'il y a là, en fonction des filières, un travail très étroit à mener. En tout cas, nous nous y engageons fortement à la métropole. Merci Isabelle. On peut rajouter aussi le travail, je le dis à tous les élus parce que ça peut être important pour eux également dans les mois à venir. Nous sommes en cours de travail avec l'ensemble des grandes surfaces sur 3 niveaux. Limiter les emballages qui sont polluants. Deuxième point, nous essayons de mettre en place des engagements des grandes surfaces avec les filières de production locales. Et lorsque on a les rassembler autour de la table, eh bien on est en train d'essayer de concevoir avec elles une charte dans laquelle les grandes surfaces s'engageront à ces points-là. Les emballages, le fait de ne pas jeter la nourriture et de pouvoir... Nous avons signé avec Isabelle le pacte de Milan sur l'alimentation et sur l'agriculture. Et ensuite, le recours aux filières de proximité, aux filières courtes. Ça peut être intéressant parce que les grandes chaînes ont des supermarchés dans toute la région et dans toutes les villes. Et ce que nous avons fait ici, si ça fonctionne, ça peut être utilisé ailleurs, avec les gérants des grandes surfaces locales. Qui demande la parole ? Oui, Pierre. Pierre Verdier, maire de Rabastens. Dans le Tarn. J'osais pas parce que je ne fais pas partie du périmètre. Mais j'avoue que... Pierre, excuse-moi, mais tu fais un peu partie du périmètre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Francis Cross, qui est là, c'est le président du parc national du Haut-Languedoc. Et le Haut-Languedoc, il est à moitié sur l'Hérault et à moitié sur le Tarn. Mais je suis encore plus loin que ça. Et c'est pour ça que j'attendais de voir, je ne voulais pas intervenir dans les débats. Ce que j'apprécie dans ce que j'ai entendu, et pour reprendre des choses qui ont été dites par certains d'entre vous, c'est la notion d'échange gratuit. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas quelqu'un qui vient nous demander notre avis sur un sujet parce que derrière il va en faire quelque chose lui personnellement dans la collectivité dont il s'occupe. Et puis on est hors des contextes partisans. Moi j'ai entendu des paroles libres entre des élus qui sont en responsabilité et qui font face à des questions à résoudre, à des choses qu'ils ont envie de partager avec les autres, à des problématiques auxquelles on peut être confronté de façon différente, mais ça fait écho par rapport à ce qu'on peut vivre les uns et les autres sur nos territoires. Et je vous avoue que j'apprécie beaucoup. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, c'est déjà grand le périmètre du Parlement des territoires, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'élargir un peu plus large progressivement au territoire de la région? Historiquement, si j'ai bien compris, le Parlement des territoires,
il est né dans le cadre de ce qu'était votre région à l'époque. Aujourd'hui, la région est différente. Ça me paraîtrait intéressant qu'on puisse avoir ce lieu d'échange libre et sans pression, mais dans la dimension régionale. Alors après, c'est vrai que ça va poser des questions logistiques. On est une centaine à peu près. S'il faut élargir encore plus, ça risque de poser un problème. Mais s'il y a un intérêt, même sur votre région, vous serez plus nombreux que 100 la prochaine fois. Et je me dis que peut-être aussi ça vaudrait le coup d'organiser ça sur une durée un peu plus longue, quitte à prévoir des temps un peu pléniers, reprendre l'idée des thématiques pour travailler en commission, mais pas pour prendre des décisions, juste pour pouvoir échanger les uns avec les autres. Parce que ce que j'ai retenu, moi, et ce que j'entends dans ce qui est dit, c'est qu'un lieu comme celui-là, il peut permettre à des gens de se rencontrer, des gens qui n'auraient pas l'occasion de se retrouver spontanément. Et ce Parlement des territoires, il me semble que ça peut être un lieu de rencontres complètement informelles autour des thématiques qui constituent la charte fondatrice, mais qui permettent à des élus de se rencontrer alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais simplement parce qu'ils en ont envie, qu'ils ont envie de travailler ensemble. Oui, merci Pierre. Alors, je vais te répondre, c'est une réponse qui est mi-figue, mi-raisin. Je crois que d'abord, il faut pouvoir logistiquement répondre à la question du rassemblement du Parlement. Ici, c'est en dehors de Montpellier, c'est un lieu qui est assez privilégié pour le faire, mais sur les 5 départements plus l'Aveyron, et avec le Tarn, qui est limitrophe de l'Hérault, pas de problème. Mais si on devait répéter l'exercice avec les 13 départements de la région, d'abord, ça serait considéré comme une région bis, un shadow cabinet, ça serait mal interprété, et ce n'est pas le but de l'opération. Par contre, que certains maires qui s'intéressent assistent aux travaux du Parlement des territoires, qui soient des départements de la région, pour voir comment ça se passe, moi j'y suis favorable. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça, mais il faut qu'on garde ça à taille humaine, parce que sinon c'est pas, on n'a pas la structuration pour pouvoir le faire. Hein. Voilà. Mais en tout cas, les maires qui viennent visiter le Parlement des territoires et qui ne sont pas des 6 départements indiqués, eh bien, sont les bienvenus, parce qu'ils ont la capacité aussi de retirer pour leur territoire les intentions ou les actions que proposent d'autres maires et qui peuvent leur être utiles. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Je vous propose, pour terminer, vous savez qu'on a l'habitude de finir sur un petit texte, donc je vous propose la rédaction du texte suivant. Ah, il y a un nouveau qui arrive. Merci. Donc le texte serait le suivant, si vous êtes d'accord, réunis au château de Castries pour la 3e session du Parlement des territoires, le samedi 12 mars, près de 110 élus, maires et présidents d'intercommunalités issus de 8 départements, tu vois, il y en a déjà 8, ont confirmé leur engagement à poursuivre leur démarche de coopération territoriale solidaire et inédite au service de la solidarité entre monde rural, urbain et périurbain. Ils ont partagé ensemble leur analyse des impacts de la réforme territoriale. Cette dernière les conforte dans la conviction que l'instauration d'un dialogue territorial est indispensable, non seulement pour défendre les intérêts des territoires qu'ils représentent, mais aussi pour mener des projets communs sur des sujets d'intérêt partagé. Le tourisme, la culture, le développement du littoral, la santé, la promotion des produits locaux ou encore la structuration de la filière bois sont autant de thématiques de coopération qui ont été évoquées par les élus présents et sur lesquelles ils se sont engagés à renforcer leur coopération au service de l'intérêt général du grand territoire
de son attractivité et de sa qualité de vie. L'ensemble des élus ont décidé de défendre conjointement la production locale vitivinicole pour qu'elle prenne toute sa place dans l'avenir aux côtés de grands événements nationaux et internationaux tels que le Tour de France et que sa promotion à l'international monte en puissance. Une lettre sera adressée en ce sens à l'organisation du Tour. Est-ce que ce texte gêne quelqu'un? Est-ce que ce texte, vous souhaitez l'amender ou le modifier? Est-ce que quelqu'un est contre? Bon, il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vous propose... Je vous propose de nous retrouver... On a fait un petit buffet en bas. On fait d'abord une photo devant le Parlement, comme d'habitude. Et puis ensuite, on a un petit repas qui nous est proposé, composé de produits locaux et régionaux uniquement. Merci à tous et à toutes.